Comme vous le savez probablement tous maintenant, l'objectif principal d'Einstein, avec ses théories sur la relativité, et j'insiste sur le mot théorie, était d'éliminer l'idée bien connue et bien documentée qu'il y avait une substance, l'éther, qui imprègne chaque chose et chacun d'entre nous sur cette terre, et qui est essentielle pour comprendre la véritable nature de notre réalité. Ce n'était bien sûr pas ce que l'élite contrôlante voulait, parce que l'éther était et est toujours absolument libre d'accès si vous avez le bon équipement. En passant, le mot équipement vous inclut vous-même. Mais qu'est-ce que l'éther? Regardons sa définition dans le wiki du J'y crois ou J'y crois pas. Selon la science antique et médiévale, l'éther était aussi appelé quintessence, ce qui veut dire le cinquième élément, et est le matériau qui remplit la région de l'univers au-dessus de la sphère terrestre. Ça, c'est la définition Spaceball. Ainsi, depuis que les divagations messianiques infâmes d'Einstein ont été publiées en 1905, l'idée d'un éther a été reléguée dans les coins sombres et poussiéreux de la recherche historique ratée, et par la suite intentionnellement oubliée et supprimée. Mais était-ce vraiment le cas? Ce n'est pas une coïncidence si le plan, ce plan net sur lequel nous vivons, s'appelle Earth, qui est un anagramme de l'éther. Pourquoi les anciens trouvaient-ils si important de nommer ce sur quoi nous vivons d'après quelque chose qui n'existe pas? Saviez-vous qu'AOL, America Online, le précurseur de Messenger, s'appelait AIMNA, AIMNA, ce qui signifie Réseau intelligent de messagerie d'architecture éthérique, et était la propriété de Aether System Incorporation. C'était aussi surprenant de nommer une technologie et une société d'après quelque chose qui n'existe pas. Comme nous le savons aussi, ils adorent cacher des choses à la vue de tous en nous disant ce qu'ils font de manière subtile. Donc, regardons de plus près la plus grosse société Internet et cherchons quelque chose sur Google. Ça, c'est probablement pas un bon exemple. Et voilà, juste là. Dès la création de Google, cette petite pépite d'information a été visible en permanence sur chaque requête de recherche. Mais que cela signifie-t-il réellement? À la seconde où vous pressez le bouton Search sur Google Search, votre requête débute son long voyage vers la Silicon Valley et revient. Depuis votre ordinateur, elle passe par votre routeur ou par la prise murale, et à partir de là, elle traverse sur sa route de nombreux fournisseurs de services Internet, de serveurs, de réseaux backbone nationaux, sous l'océan Atlantique via les câbles, puis à nouveau à travers de nombreux serveurs avant d'arriver à Google Service à Silicon Valley, où elle va passer, au crible, des trillions de documents, trouver des millions de réponses, les collecter dans l'ordre, les regrouper en paquets et les renvoyer. Tout ceci en une demi-seconde. C'est très impressionnant, mais aussi assez improbable. Tout le voyage aller-retour de 11 000 miles de ma requête ne prendrait qu'une demi-seconde seulement s'il y avait un seul câble non interrompu entre chez moi et la Silicon Valley, ce qui n'existe pas. Ce que la plupart des gens croient, comme je l'ai cru, est que la raison pour laquelle ces requêtes reviennent si vite est parce qu'elles sont dans la mémoire cache ou déjà sauvegardées sur les serveurs de votre ISP local. En réalité, elles sont seulement indexées par votre ISP local. C'est comme les fiches de catalogue de librairie qui vous disent où trouver le bouquin, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait argumenter en disant que Google a des serveurs nationaux installés dans tous les pays, réduisant par conséquent le temps de transmission. Mais essayez une requête vers un site indépendant sur le serveur local d'un pays de l'autre côté du monde. Cela ne prend toujours qu'à peu près une seconde pour obtenir l'accès complet.
Considérant le nombre énorme de hubs, switches, de LAN, de WANs, de nodes, de serveurs de portail, d'ISP, de ponts, de protocoles, et des milliers de miles de câbles que doit passer votre requête, une demi-seconde pour aller de l'autre côté du monde dans n'importe quelle direction et revenir, c'est proprement incroyable. Et selon mon humble opinion, hautement improbable à travers un réseau physique. Et Skype. Parler en visuel à quelqu'un de l'autre côté du monde en temps réel, à travers tous ces hubs, ces switches et ces câbles océaniques avec très peu ou pas de latence, comment est-ce pratiquement possible? Seule la NASA peut magiquement surmonter une latence de 11 secondes quand un chœur chante en direct avec les astronautes sur la fake ISS. Les câbles de fibre optique installés partout dans le monde dans les années 80 représentent soi-disant la vitesse de la lumière, mais il leur faut des boosters ici et là pour éviter la détérioration du signal. Bien que la lumière star de la NASA, elle, voyage des trillions de miles, évitant les planètes, les galaxies, les astéroïdes et les champs de comètes sans booster de rappel exigé. Une autre petite singularité est que l'Internet que nous connaissons aujourd'hui a démarré dans les années 70. À cette époque, on l'appelait l'Ethernet. Encore une autre de ces bluffantes coïncidences. Comme il est habituel dans nos recherches, retourner à l'époque des scientifiques libres et indépendants produira généralement la réponse cachée par nos institutions scientifiques corrompues. À l'époque où la pensée libre était chérie et non censurée.